La prééclampsie est une pathologie sévère, comme vous l'avez vu lors des différents exposés qui vous ont été faits. Cette pathologie intéresse près de 2% de la population française et peut être particulièrement sévère dans un tiers des cas. Le but de la prévention est justement de faire baisser ce taux dans la population générale, mais plus particulièrement chez les patientes qui ont déjà eu un antécédent de prééclampsie, car cette pathologie entraîne chez ces patientes une souffrance qui est rarement exprimée, mais qui engendre une difficulté et une appréhension lors d'une grossesse ultérieure. La physiopathologie vous a déjà été exposée. Nous nous intéresserons dans la physiopathologie à plusieurs domaines qui potentiellement peuvent être sujets de thérapeutique à visée préventive. Nous démarrerons par l'augmentation de l'apoptose du cyte trophoblaste qui entraîne une décharge dans la circulation générale de débris, mais surtout de radicaux libres. Et un des domaines particuliers dans la prévention est l'utilisation de molécules antioxydantes pour prévenir le stress oxydatif et la réaction inflammatoire engendrée par une anomalie de la placentation. 2 études essentielles ont été publiées sur la prévention de la prééclampsie par le biais du stress oxydatif. Une étude réalisée chez les patientes à bas risque, c'est-à-dire sans aucun antécédent, étude australienne publiée en 2006 par l'équipe de Rembold, qui a permis l'inclusion de près de 1800 patientes divisées en 2 groupes suite à la randomisation, une moitié traitée par la vitamine C et la vitamine E et l'autre moitié par un placebo. Comme vous pouvez le voir dans cette étude, 60% des patientes avaient démarré le traitement avant 18 semaines et le reste après 18 semaines. Le traitement qui a été utilisé à visée préventive était une association de vitamine C 1000 mg et de vitamine E 400 unités. Il est intéressant de noter que dans les résultats, le taux de prééclampsie observé dans les 2 groupes est statistiquement similaire. Nous pouvons observer près de 6% dans le groupe traité par les vitamines et 5% dans le groupe placebo. Il ne faut pas prendre en compte cette légère augmentation dans le groupe vitamines. Statistiquement, cela n'a pas de valeur. Nous pouvons constater par ailleurs que le taux de complications périnatales est similaire dans les 2 groupes, avec plus particulièrement le taux de mort ou de complications sérieuses périnatales de 9,5% dans le groupe vitamines et de 12% environ dans le groupe placebo. Il en est de même pour le taux de petits pour l'âge gestationnel, avec un taux qui est avoisinant de 9% dans le groupe vitamines et de 10% dans le groupe placebo. Il est clair que dans ce groupe de patientes à bas risque, l'association de ces 2 vitamines antioxydantes n'a aucun intérêt dans la prévention de la prééclampsie. Analysons maintenant l'utilité de ce traitement antioxydant chez les patientes à haut risque. Durant la même année, le groupe de Boston, équipe anglaise, a aussi publié un travail sur des patientes à très haut risque ayant un antécédent de prééclampsie, donc avec un risque de prééclampsie accru lors d'une grossesse ultérieure. Chez ces patientes, toujours traitées par de la vitamine C 1000 mg et vitamine E 400 unités versus placebo, près de 1100 patientes étaient dans le groupe traité par vitamine C et E et 1200 patients dans le groupe placebo. Les résultats de cette étude sont très intéressants. Nous pouvons constater que déjà le taux de prééclampsie est beaucoup plus élevé que dans l'étude précédente et cela est normal, avec un taux global de près de 15% de récidive de prééclampsie. Dans le groupe vitamines, 15%, dans le groupe placebo, 16%. La différence n'étant pas significative. Et lorsqu'on analyse en sous-groupe les résultats de cette étude, dans la prééclampsie sévère, l'hypertension artérielle gravidique sévère,
la prééclampsie prénatale, la prééclampsie postnatale, ainsi que le taux d'accouchement prématuré avant 34 semaines, ou les différentes formes de prééclampsie sévère, HELP syndrome, éclampsie ou protéinurie sévère à plus de 5 grammes par 24 heures, nous pouvons constater que nulle part l'équipe anglaise n'a trouvé de différence significative et donc une utilité à utiliser la vitamine C associée à la vitamine E dans la prévention de la récidive de la prééclampsie ou des complications sévères en rapport avec la prééclampsie. L'aspirine à faible dose a été l'un des tout premiers traitements préventifs à être testé. La raison essentielle est que dans la physiopathologie de la prééclampsie, il y a une altération de la fonction de la cellule endothéliale qui entraîne une hyperagrégabilité plaquettaire permettant le relargage dans le sang maternel de thromboxane A2, puissant vasoconstricteur. Et donc dans la physiopathologie, on peut comprendre aisément que l'agrégation plaquettaire entraîne une hypertension artérielle sévère, voire par les microthromboses, les microagrégats plaquettaires, pouvant entraîner des lésions au niveau du foie, des lésions au niveau du rein, le tout pouvant entraîner une prééclampsie. L'idée d'empêcher l'agrégation plaquettaire pourrait éventuellement faire baisser le risque de prééclampsie, et ça a été dans cet esprit-là que l'aspirine a été testée. Donc l'aspirine devait être testée à faible dose, car l'aspirine à forte dose n'est pas anti-agrégante plaquettaire. De nombreuses études ont été réalisées, et comme vous pouvez le constater dans cette diapositive, des études à faible effectif, comme des études avec des effectifs très importants, plus de 2000 voire 10 000 patientes dans l'étude CLASP. Les études à faible effectif sont en général très favorables au traitement par aspirine à faible dose, comme vous pouvez le constater, alors que les études à fort effectif sont peu favorables. Dans cet esprit, une méta-analyse a été réalisée par l'équipe d'Oxford, publiée par ASCI, et dans cette méta-analyse, nous pouvons constater que l'aspirine entraîne une baisse de près de 10% du risque de récidive de la prééclampsie. En effet, dans cette méta-analyse qui a regroupé près de 30 000 patientes, avec un nombre très important d'études, comme vous pouvez le voir, le taux de prééclampsie baisse de près de 10%, avec un risque relatif de 0,9, risque relatif étant significatif. Il en est de même pour le risque d'accouchement prématuré à moins de 34 semaines, avec un risque qui baisse de près de 10% aussi. En revanche, nous ne retrouvons pas de différence significative claire quant au risque de mort fœtale in utero, avec certes une baisse de près de 9%, mais qui n'est pas significative, avec des intervalles de confiance dépassant la borne de signification. Il en est de même aussi pour le risque de petit pour l'âge gestationnel. Finalement, l'aspirine à faible dose chez des patientes ayant un antécédent vasculaire gravidique est très certainement utile. Cependant, à ce jour, nous n'avons pas une idée très claire sur le taux de récidive très précisément chez ces patientes-là, tout en sachant que globalement, le risque de récidive est abaissé de 10 à 20%. Dans cet esprit, une méta-analyse a été réalisée très récemment par l'équipe canadienne de Bujold pour analyser l'efficacité du traitement de l'aspirine à faible dose en fonction du terme de l'instauration de ce traitement. Et l'équipe de Bujold a pu constater que lorsque l'aspirine était introduite avant 16 semaines d'aménorrhée, le risque de récidive était quasiment divisé par 2, alors qu'au-delà de 16 semaines d'aménorrhée, ce risque de récidive n'était pas significativement abaissé. Et donc l'équipe canadienne incite les utilisateurs de ce traitement à l'instaurer très tôt lors de la grossesse, de préférence dans le premier trimestre de la grossesse, après
avoir confirmé le début de grossesse et l'évolutivité de la grossesse, c'est-à-dire aux alentours de 10, 12, 13 semaines d'aménorrhée. Pour conclure sur l'aspirine à faible dose, les recommandations internationales sont claires à ce propos. Chez toute patiente à haut risque de prééclampsie, avec essentiellement comme critère de haut risque un antécédent de prééclampsie, quel que soit le terme de la prééclampsie, l'aspirine à faible dose devrait être introduite avant la fin du premier trimestre pour que son efficacité soit maximale. Chez les patientes n'ayant pas d'antécédent de prééclampsie, les indications ne sont pas claires. Par exemple, une femme ayant un antécédent d'hypertension chronique isolé, une femme ayant un antécédent d'hypotrophie fœtale ou de PAG isolé ne sont pas des critères d'inclusion clairement établis.